Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La 4e saison de la Colo du Crétacé est arrivée le 3 décembre sur Netflix. Je vous propose donc aujourd'hui, comme d'habitude, une vidéo comprenant à la fois mon avis, une analyse de cette saison, ainsi que des théories. Avant de commencer, sachez qu'il y aura une partie sans spoiler, dans laquelle je vais vous donner brièvement mon avis global sur cette saison, et que par la suite, j'enchaînerai sur la partie spoiler. Mais ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai quand elle arrivera, et je mettrai d'ailleurs un chapitrage pour vous éviter de vous faire spoiler, si vous n'avez pas encore vu cette nouvelle saison. Sur ce, débutons avec la partie sans spoiler. Cette saison est celle que j'ai le moins aimée des 4. Il y a des choses que j'ai appréciées et d'autres non, mais pour être honnête avec vous, quand j'ai terminé la saison pour la première fois, je me suis dit 11 épisodes et tout ça pour juste en arriver à ça. Cette saison avait selon moi beaucoup de potentiel, mais il n'a pas été exploité à sa juste valeur. Là où les 3 premières saisons avaient toutes un début plutôt calme s'étendant sur 3 ou 4 épisodes avant que tout s'embrasse par la suite, les problèmes arrivent dès le début de la 4e. Et étant donné qu'elle comprend 11 épisodes, je pensais qu'à la manière de la saison 3, la saison 4 nous aurait offert quelque chose de similaire aux 2 derniers épisodes de cette saison. En réalité, l'intrigue s'est beaucoup étirée dans la seconde moitié de la saison et c'est ce que je trouve dommage. À part cela, à ma grande surprise, les robots ne m'ont pas vraiment dérangé, à une exception près, mais j'en parlerai plus en détail dans la partie avec spoiler. Cependant, la saison souffre, à mon avis, d'un manque de réponse à nos questions du côté du lore, notamment en ce qui concerne les animaux. Voilà tout ce que j'avais à dire dans cette partie. Passons maintenant au spoiler. Je vais vous laisser 9 secondes pour partir et vous pourrez revenir plus tard si vous le souhaitez, une fois que vous aurez vu cette saison. J'ai bien apprécié dans l'ensemble la première moitié de la saison, mais dans la seconde, j'ai eu l'impression que l'intrigue s'éternisait. Je trouve que la romance sort de nulle part et j'ai l'impression que l'équipe travaillant sur la Colo du Crétacé a juste voulu ajouter une romance dans cette saison. J'aurais pu en passer outre, mais il y avait tellement de moments romantiques que ça en devenait vite lassant. À part la romance, il aura fallu 11 épisodes pour juste en arriver à la révélation que le président de Manta Corp est le père de Kenji, Daniel Cohn. Pour ma part, je trouve cela décevant d'avoir terminé la saison là-dessus. Là, c'est comme si, par exemple, la saison 2 de Les Portes du Temps s'était arrêtée sur Nick Cutter et son équipe qui retrouvent Oliver Leake et sont faits prisonniers et qu'on nous avait dit « Attendez la prochaine saison pour découvrir la suite ». J'espère malgré tout que Daniel Cohn se révélera être un antagoniste intéressant dans la saison 5 et je suis curieux de voir le rôle que va y jouer le frère de Darius. Par ailleurs, il était largement possible, à mon avis, de terminer l'arc de l'île de Manta Corp en 11 épisodes, voire moins. Sans compter Daniel Cohn, il n'y avait qu'un seul individu à arrêter, Cash, la fusion du docteur Robotnik et de Kylo Ren dans le réveil de la Force. Et il aura fallu tout ce temps pour que les campeurs parviennent à le capturer, avant qu'il ne finisse plus tard par leur échapper. En parlant de Cash, je me demande s'il ne va pas faire un coup à la Oliver Leake, à son patron, dans la saison 5. Leake traitait avec respect son chef, James Lester, quand il était avec lui, mais en réalité, il détestait être sous ses ordres. C'est la même chose pour Cash dans la Colo du Crétacé. Il a même affirmé haut et fort qu'il aimerait bien se débarrasser de lui. Oliver Leake avait déclaré ceci dans Les Portes du Temps. Que diriez-vous d'inverser nos rôles ? En prenant ma place et moi la vôtre, vous comprendrez enfin ce que vous m'avez fait endurer. Le petit employé à la merci de son patron. Personnellement, j'ai l'impression que c'est ce que n'hésiterait pas à faire le personnage de Cash s'il en avait l'opportunité. Je le verrais bien d'ailleurs ordonner à ses Raptors d'attaquer son patron à la manière d'Oliver Leake avec son prédateur du futur. En ce qui concerne les robots, ils ne m'ont pas vraiment dérangé. Je trouve que les Brad ont été plutôt bien utilisés dans cette saison. En revanche, dans le cas des Bradix, je trouve que ça va trop loin. Ils sont en trop. Le coup des robots quasi indestructibles, j'ai du mal à gober ça. Et d'ailleurs, Manta Corp peut créer des robots de ce genre en grand nombre, mais n'est pas capable de recruter suffisamment de personnel pour travailler sur leur île. Je trouve ça assez cocasse. Sans compter le patron, 2 personnes, c'est bien peu.
et n'oublions pas non plus l'absence de caméras de sécurité dans les installations. À part cela, j'ai bien aimé l'idée des biomes. Cependant, je suis déçu par le manque d'explications sur leur création et sur leur fonctionnement. En plus de cela, je me demande pourquoi il y a si peu d'animaux dans chaque biome. Le Smilodon et le Kentrosaure dans le désert, 2 T-Rex dans la jungle, les Dilophosaures dans le marais et rien visiblement dans l'Arctique. J'ai une réponse qui pourrait expliquer cela et je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Du côté de Mantacorp, je trouve que nous n'avons pas eu suffisamment de réponses à nos questions dans cette saison et j'espère que nous les aurons dans la saison 5. Comme nous nous en doutions, Mantacorp n'a créé qu'une partie des animaux de son île, comme le Smilodon. Les tyrannosaures, quant à eux, viennent d'Isla Sorna. Mais cela ne nous explique pas quand ces T-Rex ont été amenés sur cette île. Comme je l'avais dit dans ma vidéo sur la bande-annonce, si cela remonte à une dizaine d'années, cela expliquerait pourquoi une baisse considérable de la population d'Isla Sorna a été constatée en 2004 et pourquoi Simon Masrani n'a pas amené le Spinosaure sur Nublar. En effet, Masrani est censé avoir emmené tous les animaux survivants du site B à Jurassic World. Donc, pourquoi aurait-il abandonné le Spinosaure sur place et plusieurs autres dinosaures ? Nous dire que les 2 tyrannosaures vivaient toujours sur Sorna après 2004 et que Mantacorp les a capturés peu de temps avant les événements de la série ne serait par conséquent pas très logique. D'après les dires de Darius, Mantacorp existait bien avant l'ouverture de Jurassic World en mai 2005, étant donné qu'eux aussi avaient tenté de créer leur propre dinosaure. La capture d'une bonne partie des animaux de Sorna par Mantacorp vers 2004 est donc l'hypothèse la plus probable. En parlant d'Isla Sorna, contrairement à ce que nous avait affirmé Captives, elle n'est pas apparue dans cette saison. Il est donc étrange que ce site ait partagé cela, bien qu'il ait supprimé son article par la suite. Mais n'oublions pas que le monde d'après devait sortir cette année en juin avant son report et que la saison 4 devait par conséquent arriver après ce film. Il n'est donc pas impossible que l'intrigue de cette saison ait été grandement modifiée à cause de ce report. En tout cas, sachez que nous avons apparemment la réponse. En effet, dans une interview avec Jurassic Outpost, que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo, Scott Creamer a affirmé que la saison 4 a failli se dérouler sur Isla Sorna, mais qu'ils ont finalement décidé d'aller dans un lieu encore jamais vu auparavant. Il est donc possible que Captives ait publié le mauvais synopsis sur son site, celui correspondant à une ancienne version de la saison 4. Cela expliquerait également pourquoi la date de sortie figurant sur l'article, le 10 décembre, n'est pas la même que celle de la saison 4 que nous connaissons, le 3 décembre. Quoi qu'il en soit, il est également à noter que Mantacorp ne s'est pas contenté des dinosaures de Sorna et a amené des ptéranodons de Nublar sur son île dans cette saison. Cela explique donc pourquoi Mantacorp faisait du repérage sur Isla Nublar dans la saison 3. En effet, pourquoi se limiter aux animaux de Sorna ou à leur propre création quand Nublar a été abandonné et leur apporte de nombreuses espèces sur un plateau d'argent ? Passons maintenant aux dinosaures et animaux disparus de manière générale. Et commençons avec le Spinosaure, qui a fait son grand retour dans cette saison. La première question que beaucoup doivent se poser est la suivante. Est-ce le même Spinosaure que dans Jurassic Park 3 ? Eh bien, Scott Creamer avait affirmé dans une interview qu'il y avait de fortes chances que ce soit le même Spinosaure. Ça, je vous en avais déjà parlé. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'une autre interview a été partagée par Collider, et voici ce qu'a déclaré Scott Creamer à propos du Spinosaure. Comme beaucoup de membres de l'équipe, j'ai d'abord commencé ce voyage en tant que fan. Et qui ne veut pas ramener le Spinosaure ? Cela n'avait pas de sens que le Spinosaure soit sur Nublar au cours des saisons précédentes, mais après avoir quitté l'île, j'ai toujours su que je voulais le faire revenir dans la série. C'était vraiment excitant de pouvoir le ramener, car c'est un dinosaure et un personnage mémorable de la franchise. En effet, il a parlé de personnages à la manière de Colin Trevorrow qui voulait raconter les origines du personnage qu'est Roberta dans le prologue de Jurassic World Le Monde d'après. Il n'aurait pas dit « personnage mémorable de la franchise » si le Spinosaure de la série était un autre individu de cette espèce. En raison de la manière dont cela a été dit, cela semble être une confirmation. Ce Spinosaure serait donc bien celui de Jurassic Park 3. N'hésitez pas à me donner votre avis.
Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup aimé les scènes avec le Spinosaure, et je dirais même qu'elles font partie de ce que j'ai préféré dans cette saison. Si c'est bien celui du troisième film, comme je l'ai dit plus tôt, d'après les propos de Scott Creamer, ce serait le cas, je trouve qu'il a vraiment été bien respecté. Sa haine envers les humains, Cash nous explique que ce truc-là a horreur des humains, m'a tout de suite fait penser à ce qu'avait dit William H. Macy, l'acteur de Paul Kirby, à propos du Spinosaure lorsqu'il avait été invité au The Tonight Show en juin 2001. On a percuté la queue du Spinosaure et il est furax. Ce que je trouve dommage cependant, c'est que ces rugissements ne sont pas les mêmes que dans le troisième film. Malgré ce défaut, je suis vraiment satisfait du retour du Spinosaure dans cette série et j'espère que nous le retrouverons dans le monde d'après. Il y a un autre point que je voulais aborder le concernant, son habitat. On le retrouve dans le désert, mais ce n'était pas son biome d'origine, ou en tout cas pas là où il se trouvait avant. En effet, Cash avait placé le sujet 87, le Spino, dans le désert pour voir s'il supportait la chaleur. La question qui se pose alors est donc, où était-il avant ? D'après la carte de l'île que nous pouvons apercevoir lors de cette scène, il n'y a que 4 biomes. Le Spinosaure n'était de toute évidence pas dans le biome arctique ou dans le biome jungle. Cela laisserait le biome marécageux. Sauf que d'après ce qu'on nous a dit, ce biome venait d'être terminé vers la fin de la saison. Peut-être que la série ne nous a pas encore montré tous les biomes de l'île et que le Spinosaure vivait dans un autre avant son transfert dans le désert. Cependant, les vélociraptors n'ont pas l'air de vivre dans le biome jungle, et il se pourrait donc que les autres animaux de l'île ne vivant pas dans un biome soient tout simplement dans des enclos. Et étant donné que le Spinosaure est le sujet 87, il n'est pas impossible qu'il soit loin d'être le seul à être dans cette situation. Cela expliquerait pourquoi on pouvait voir des brades sur la carte de l'île qui étaient dans des endroits très éloignés des biomes. On peut également noter que l'ADN du Spinosaure, en plus de celui de Sinoceratops qu'avait prélevé Sammy dans la première saison, a permis la création d'un hybride, ce qu'on pourrait appeler un Spinoceratops, bien que le nom ne soit pas encore officiel. Pourquoi pas ? Ça nous donne les conséquences de l'espionnage de Sammy, mais je pense que des bébés Sinoceratops auraient suffi. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai déjà dit, pourquoi pas ? Cela a permis d'introduire un nouvel hybride dans l'univers cinématographique. Mais le Spinosaure n'est pas le seul dinosaure emblématique de la franchise à être revenu dans cette saison. Après une longue absence, le Dilophosaure est enfin de retour et c'est un plaisir de le revoir après tout ce temps. Il sera d'ailleurs dans le monde d'après, comme vous pouvez le voir sur ce pot à popcorn qui sera vendu dans plusieurs cinémas un peu partout dans le monde. Et il en est de même pour le Giganotosaure et le Tyrannosaure. Je tenais à vous partager cette information. À part cela, le Smilodon a fait son entrée dans l'univers cinématographique. Personnellement, sa présence ne me dérange absolument pas. Si on ne nous en met pas en grande quantité au point d'éclipser les dinosaures, j'approuve totalement le fait de voir des mammifères disparus dans la franchise. Malheureusement pour lui, le Spinosaure l'a tué lors d'une scène époustouflante. J'étais à la fois émerveillé par ce qu'avait fait le Spino et désolé pour le pauvre Smilodon. Dans le cas du Kentrosaure, on a aussi un nouvel animal préhistorique encore jamais vu dans l'univers canon des films. D'après le Dr Turner, c'est elle qui l'a pratiquement élevé. Il semble donc que le Kentrosaure, Pierce, ait été créé par Mantacorp sur leur île ou qu'il soit tout simplement né sur celle-ci. La question qui se poserait alors serait donc, l'ont-ils créé par eux-mêmes ou bien ont-ils récupéré de l'ADN provenant d'un spécimen de Kentrosaure qui avait déjà été ramené à la vie par InGen ? Cela m'étonnerait que nous ayons des réponses à ce sujet un jour, mais je garde quand même espoir. Et puisque nous parlons de Pierce, parlons des 2 tyrannosaures, la mère et sa fille, grosse mangeuse et petite mangeuse. Ce qui me dérange avec grosse mangeuse, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, c'est que ce tyrannosaure est vert, et est donc censé être un mâle au vu de sa couleur. Or, le Dr Turner a affirmé que c'était une femelle. Si c'était les campeurs qui l'avaient dit, on aurait pu en douter, mais puisque c'est elle qui l'a affirmé et qu'elle s'y connaît, elle a forcément raison. Cela n'aurait pas été dérangeant si ce tyrannosaure femelle à la peau verte avait été créé par Mantacorp. Mais le problème, c'est que nous savons que sa fille et elle sont originaires d'Isla Sorna. Et en ce qui concerne les tyrannosaures créés sur cette île, il y a un dimorphisme sexuel. Les femelles ont une peau brune, tandis que les mâles ont la peau verte.
Dans le making-of du deuxième film, on nous explique que les moules originaux, ceux de Roberta, ont été utilisés pour la femelle T-Rex, tandis que de subtils changements ont été faits pour obtenir le mâle. Par ailleurs, à la page 85 du 70e numéro du magazine Cinefex, Paul Giacopo, ayant travaillé sur les modèles de dinosaures de ce film, affirme d'ailleurs ceci. Tous les modèles informatiques construits pour Jurassic Park étaient censés être des femelles, mais le monde perdu devait également avoir des mâles. Nous avons donc modifié le modèle du T-Rex de Stan Winston pour créer le mâle. Nous avons obtenu la maquette du T-Rex mâle qui avait une structure crânienne légèrement différente, et nous avons travaillé à partir de cela. Susan Ross et son équipe de peinture ont également donné une couleur spécifique au mâle, basée sur les dessins de Winston. Le raptor ressemblant à un tigre et le motif de camouflage du T-Rex mâle. Je suppose que la volonté de mettre une peau verte à grosse mangeuse vient du fait que l'équipe de la série voulait qu'on puisse bien la différencier de sa fille. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas avoir dit que c'est un mâle ? À mon avis, cela n'aurait pas été gênant, étant donné que le monde perdu Jurassic Park nous a montré que le père T-Rex était, tout comme la mère, très attaché à son fils. Ou, autre possibilité, s'il fallait absolument que Grosse Mangeuse soit une femelle et que son apparence soit différente de celle de sa progéniture, il aurait suffi de faire de cette dernière un mâle, et donc que ce soit elle qui ait la peau verte. Terminons maintenant par le mosasaure et le passager clandestin. J'ai beaucoup aimé la scène du mosasaure dans le premier épisode, qui faisait penser au film Les Dents de la Mer. Yasmina fait d'ailleurs référence à ce film dans l'épisode. Quant au passager clandestin, il s'agissait juste d'un Compsognathus. C'est sans doute un clin d'œil au Compsognathus de Sorna qui est monté à bord des bateaux partant pour Nublar et qui se sont par la suite retrouvés sur cette île. Mais quoi qu'il en soit, le cri entendu à la fin de la saison 3 ne correspond pas à ceux d'un compi. Je suppose donc que l'équipe travaillant sur la série n'avait pas prévu de faire de ce passager clandestin un Compsognathus au début. Peut-être qu'ils avaient juste eu l'idée de mettre un dinosaure sur le bateau, mais qu'ils ne savaient pas encore lequel. En tout cas, l'image avec le Scorpios était bien dans la saison 4, mais dans un cauchemar de Yasmina. Ça me rassure, j'avais peur qu'on se retrouve avec un troisième Scorpios Rex, alors que pour moi, on avait déjà fait le tour avec cet hybride dans la saison 3. Je ne voyais pas ce qu'on pouvait découvrir de plus le concernant. On a donc un Compsognathus en tant que passager clandestin, ce que je trouve quand même décevant, étant donné que sa seule utilité aurait été de nous montrer que les brades sont mortellement dangereux. Pour finir, je vais vous partager mon avis sur les possibles liens avec le monde d'après. Tout d'abord, comme je l'avais dit dans ma vidéo sur la bande-annonce, le Smilodon. Dans la série, nous avons un animal disparu ramené à la vie par Mantacorp. Et pour le film, BD Wong nous avait montré un Lystrosaure qui a apparemment été ramené à la vie par Biosyn. La création d'animaux disparus n'étant pas forcément des dinosaures ou des reptiles volants et marins par une autre société, voilà un premier lien avec le monde d'après. Nous avons ensuite la puce implantée dans le bébé brachiosaure pour l'obliger à obéir aux ordres sans poser de questions. Cela ne me semble pas impossible que nous ayons des puces dans le monde d'après, mais je pense qu'on aura tout simplement des dispositifs de contrôle pour obliger les dinosaures à faire ce qu'on leur demande. Des colliers électriques par exemple, comme dans la série de comics Jurassic Park Raptor n'étant pas canon. Et dans ce cas, cela peut nous conduire à un autre possible lien avec ce film. Des combats de dinosaures pour le seul divertissement d'élite ultra fortunée. Voilà donc mon avis, mon analyse et mes théories sur la 4e saison de la Colo du Crétacé. Personnellement, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est la saison que j'ai le moins appréciée et c'est sans doute celle qui a dû diviser le plus. J'espère cependant qu'elle vous a plu. Quoi qu'il en soit, que ce soit le cas ou non, n'oublions pas de respecter les opinions de chacun. Que vous ayez aimé l'ensemble de cette saison, que vous ayez détesté, que vous n'ayez aimé que certains points, etc. Et d'ailleurs, de votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la 4e saison et même sur la série de manière générale. Et si vous en avez, n'hésitez pas à me partager vos théories sur la 5e saison. C'est avec plaisir que je lirai tout ça et que j'en discuterai avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Passez tous un joyeux Noël,
Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, vous voulez dire qu'il y a 3 îles avec des dinosaures ?